Merci Madame Lefrançois. Donc on va, avant de passer à des questions, on va avoir un exemple très concret donc d'une entreprise qui travaille dans ce domaine. Si vous pouvez vous présenter et dire en quoi il y a un lien avec les énergies marines. Ça marche comme ça. Merci. Donc, je suis Pascal Aquebar de la société Ciné. Donc une Ciné qui a été... alors moi, je suis Pascal Aquebar, je suis biologiste marin, je suis à Ciné depuis 4 ans. J'ai travaillé sur le littoral normand depuis 2002, 2003. Aujourd'hui, je suis chez Ciné depuis 4 ans, une société qui a été fondée par Yanis Swamy en 2008, qui s'est spécialisée dans le suivi des suivis environnementaux du milieu marin, des suivis de la pêche, des suivis des mammifères marins avec de l'acoustique sous-marine, diverses techniques dédiées au suivi de la qualité de l'environnement marin. Euh, Aujourd'hui, la société a grandi, on a différentes activités, on est plus de 70 maintenant dans l'équipe. Et on travaille sur différents sujets en lien avec les activités portuaires, en lien avec l'ensemble du milieu maritime, différentes industries, plus seulement sur l'environnement. Mais toujours avec cet axe-là. Donc on a un pôle qui s'est développé en lien avec le développement d'outils digitaux de suivi pour pouvoir suivre en temps réel la qualité de l'environnement. On essaye de partager l'information, de la traiter, des grands volumes de données, bien représentées, une information claire qu'on peut partager avec des scientifiques, avec du grand public, avec des autorités, en lien avec la qualité de l'environnement, qu'on essaye de partager vite, de traiter vite et de traiter avec un grand niveau de qualité. Donc deux grands pôles chez nous aujourd'hui. Beaucoup de gens qui embarquent sur des bateaux au quotidien, qui vont en mer, qui vont observer la qualité de l'environnement, et beaucoup de gens qui traitent l'information pour la partager au mieux et le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, la société, elle est toujours caennaise. On est toujours en Normandie, mais pour trouver de l'activité, pour suivre la pêche notamment, on s'est développé. On a des observateurs qui sont situés dans le cadre de bureaux qui sont installés en Bretagne, sur tout le littoral atlantique, majoritairement pour suivre la pêche pour le ministère de l'Agriculture. On a une antenne à Nice pour suivre aussi en Méditerranée, principalement les mammifères marins. Mais le gros de l'activité de développement d'outils digitaux se fait à Caen, où on a aussi beaucoup d'observateurs, beaucoup d'aspects encore techniques de traitement de données. Donc voilà, je vous ai représenté quelques partenaires de notre écosystème, tous les gens avec qui on peut bosser, en milieu portuaire, en milieu industriel, en milieu marin, dans l'environnement, et avec aussi tout ce côté digital qui prend une très grande importance aujourd'hui pour pouvoir travailler à différentes échelles, des échelles multisites, puisque je pense que c'est un aspect important de la connaissance des parcs éoliens. Les parcs sont répartis sur toute la façade. Pour avoir une vision générale, il faut pouvoir avoir une vision transversale. Donc, multisite, c'est des outils qui deviennent indispensables pour bien connaître l'environnement, pour bien connaître l'activité, et multiparamètres, bien sûr, pour partager avec différents publics. Donc voilà, on a quelques-uns de nos partenaires de façon générale. Donc on travaille aussi aujourd'hui en dehors de l'éolien avec le milieu portuaire, notamment en Normandie, beaucoup avec le port du Havre. Avec les énergies marines renouvelables, on travaille un petit peu sur l'hydrolien, beaucoup avec l'éolien. Je le présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, dans les diapos d'après, sur la qualité de l'environnement. On travaille forcément en répondant à des appels d'offres sur un sujet particulier. Chez Ciné, je vous parlais d'halieutique, je vous ai parlé de mammifères marins. On fait de l'acoustique sous-marine, on suit la mégafaune, les oiseaux, les mammifères marins, les poissons, la qualité de l'eau. Ces sujets-là ces thèmes-là font l'objet de différents appels d'offres pour chaque parc. En général, on en gagne au mieux un sur un sujet sur un parc, ce qui fait qu'on travaille sur différents parcs éoliens en mer, sur différents sujets, mais rarement sur un thème ou sur l'ensemble des parcs. Donc on a souvent une approche qui n'est pas, pour l'instant à notre échelle, qui n'est pas globale ou en tout cas complète de l'activité éolienne
en mer en tout cas. Donc on travaille toujours, je le disais aussi, avec le milieu de la pêche, c'est une grosse part de notre activité. On est souvent sur des bateaux de pêche. Vous avez vu sur la carte tout à l'heure que c'est pas en Normandie qu'on travaille le plus sur la pêche, c'est surtout en Bretagne et sur l'Atlantique. Ce sont aussi des travaux qui font l'objet d'appels d'offres. C'est aussi pour ça qu'on choisit pas forcément on fait pas forcément tout ce qu'on voudrait faire là où on voudrait le faire. On choisit pas tout, donc on se retrouve à travailler un peu partout en France, pas autant qu'on voudrait en Normandie, mais en tout cas, on arrive à bien travailler quand même. Et puis on travaille aussi sur les câbles sous-marins, notamment pour RTE, sur l'évaluation des risques pour les câbles. Encore une fois avec eux, et en essayant d'intégrer toujours dans toutes ces démarches de l'innovation, des outils digitaux pour travailler plus vite, pour travailler mieux et pour avoir une vision plus complète de ce qui se passe dans l'environnement. Bon, je vais passer celle-là rapidement. C'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, on peut travailler comme on nous le demande de façon traditionnelle pour travailler sur des études d'impact en environnement. Et puis, on développe de plus en plus et ça commence à intégrer aussi les demandes des parcs éoliens commencent à l'intégrer. Des suivis de la qualité de l'environnement, des mammifères marins, de la qualité de l'eau en temps réel, des suivis des impacts beaucoup plus précises, beaucoup plus rapides, avec des réactions de la part des gens qui travaillent en mer qui sont plus rapides, des mesures de protection plus rapides, plus efficaces et des reprises du travail aussi plus rapides. Donc on travaille à développer ce type de tableau de bord pour le suivi des données de l'environnement en temps réel. Voilà, les gens qui travaillent, les responsables peuvent avoir sur leur portable, sur leur ordinateur, par mail, par SMS, des alertes quand un seuil de réglementaire est dépassé, quand des mammifères marins sensibles sont sur le secteur des travaux. Ce genre de choses. Donc, on essaye de développer ces outils qui permettent une meilleure gestion des risques, une meilleure prise en compte de l'environnement dans les activités avant, pendant et après les travaux. Bon, voilà les différents endroits où on travaille, avec qui on travaille. Je ne reviens pas dessus. Donc, juste pour résumer, aujourd'hui, en France, on travaille. Allô ? Merci. Donc on travaille, en termes de parc éolien, on travaille pour suivre l'halieutique, pour suivre la pêche sur le parc du Banc de Guérande à Saint-Nantes-Saint-Nazaire. On travaille à Dunkerque également pour l'halieutique. En Normandie, on travaille sur le parc de Coursol pour suivre la mégafaune, donc les oiseaux, les mammifères marins. Sur le parc de Fécamp, on travaille beaucoup sur l'acoustique sous-marine. Et sur le parc de Dieppe, on suit également la mégafaune. Donc dans ces cas-là, on essaie aussi d'intégrer des techniques d'imagerie et de traitement d'images automatisées avec des techniques d'intelligence artificielle aussi intégrées. Et puis on travaille aussi beaucoup maintenant, on commence à travailler sur l'AO4. Donc pour le parc au large de Barfleur. Donc là, on est personnellement et Ciné, on est assez content aussi de travailler sur ce parc en Normandie avec une équipe normande. On a réussi à fédérer une équipe normande, donc des gens avec qui j'ai déjà pu travailler par le passé, des gens avec qui on a déjà des partenariats, déjà des rapports. Donc, pour traiter un sujet normand avec une équipe d'excellence normande qu'on aimerait bien voir aussi se pérenniser à l'avenir. Donc, la cellule de suivi du littoral au Havre, le laboratoire Labéo à Caen pour la qualité de l'eau, le GEMEL Normandie qui est à Luc-sur-Mer au Crec pour suivre les invertébrés. On a Orphea Acoustique qui suit la qualité acoustique aérienne, le laboratoire de l'Université de Caen, le CREC, qui est situé aussi à Luc-sur-Mer, Intecmer qui est à Cherbourg pour travailler sur les sédiments, le comité des pêches est partenaire, le SMEL qui est à Blainville-sur-Mer qui nous aide aussi pour toutes les problématiques associées à la qualité de l'eau pour la conchiliculture ou la pêche, STO qui fournit les moyens nautiques, la station marine de Concarneau. On n'a pas pu faire autrement que d'intégrer des Bretons dans l'équipe parce que c'est les seuls en France à travailler aussi bien que ça sur ces sujets-là. Et puis après, on a d'autres équipes qui complètent et qu'on connaît un petit peu moins que j'ai cité en bas. Donc je dirais que cette opportunité nous est donnée de pouvoir fédérer toutes ces compétences, tout ce savoir-faire en termes d'études de l'environnement normand.
Bon, l'appel d'offres est divisé en plusieurs lots, donc on ne peut pas intégrer forcément des associations comme le GMN ou le GON qui pourraient compléter cette connaissance du littoral normand. Ça fait le cadre d'autres études. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi un premier pas pour montrer aussi tout notre savoir-faire, toutes nos compétences dans le cadre d'un projet normand et de l'exploration d'une zone qui est très peu connue finalement et très peu étudiée. Donc, c'est un projet qui, d'un point de vue scientifique et objectif, nous motive particulièrement aussi parce qu'il y a cet aspect voilà, très local en plus du scientifique. Voilà ce que je peux vous dire sur la part de l'éolien dans nos activités, la part de l'éolien normand en tout cas, qui croît et dans laquelle on espère pouvoir amener au sein de cette excellence scientifique des outils innovants, digitaux, qui nous permettent d'aller plus loin dans la connaissance du milieu et dans la cohabitation avec les différentes activités, avec l'implantation des CEMR en Normandie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Acquebert. Moi, j'avais une question, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup d'une croissance très forte des emplois. Vous en avez parlé tous les trois. Et en fait, on n'a pas beaucoup parlé de formation. Donc, est-ce que c'est un goulet d'étranglement? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que c'est un domaine dans lequel il y a des actions qui sont nécessaires pour justement répondre à cette croissance très forte? C'est le cas dans d'autres domaines d'énergie. Donc, est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé? L'un des trois, peut-être? Oui, effectivement, il y aura des besoins de formation et on travaille avec les lauréats pour pouvoir définir les besoins et pouvoir mettre aussi en place les formations qui seront nécessaires. Moi, je tiens quand même à saluer une très belle initiative qui est portée ici à Cherbourg avec l'ouverture d'un pôle d'excellence soudure. Où on sait que voilà, il y a des métiers qu'on a cités précédemment, notamment les soudeurs, qui sont des métiers transverses dont on a besoin sur d'autres secteurs d'activité. Et en plus, avec les activités des énergies marines renouvelables, ça va être encore plus nécessaire. Donc c'est une très très belle initiative que je tenais à saluer. D'accord. Et est-ce que vous-même, vous avez eu des difficultés ou quelle est votre expérience dans ce domaine-là? Les gens qu'on recrute, par exemple, pour aller travailler en mer, d'un point de vue scientifique, on a pas mal de monde qui vient de chez Intecmer. Donc là-dessus, on trouve des gens compétents, locaux en plus, tant mieux. Comme notre directeur des opérations vient de cette formation-là aussi. Pour tout ce qui va être digital, on a plutôt des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, plutôt de région parisienne, et on essaye. Le marché est probablement plus attractif là-bas pour eux, et donc on essaie de les faire venir sur ces sujets-là qui sont plus originaux. Mais effectivement, c'est pas en Normandie qu'on a le plus de gens, qu'on trouve le plus de gens sur ces thématiques-là. C'est peut-être sur ces aspects digitaux qu'on a. Mais ils s'installent à Caen. Mais qui viennent s'installer à Caen, voilà, forcément. Tout à fait. Et peut-être également pour repréciser, on a tous les ans également une semaine de l'emploi du maritime qui est organisée par Pôle emploi, auquel systématiquement on essaye aussi de s'associer pour pouvoir mettre en avant un certain nombre de métiers et particulièrement l'éolien offshore, mais pas que, pour pouvoir véritablement apporter des éléments d'information aux jeunes publics qui sont en recherche d'orientation scolaire. Donc on a aussi, je cite là la semaine de l'emploi maritime, il n'y a pas que cet événement-là, il y en a bien d'autres en région qui nous permettent de contacter, de rencontrer le jeune public ou les personnes qui sont en reconversion professionnelle et de leur présenter ces métiers. Et une autre, avant de passer la parole, peut-être, je ne sais pas si Damien Levallois voulait réagir sur la question du contenu local. On a entendu une forte demande, en effet, dans ce domaine-là. Je me souviens qu'il y a des contraintes, des limites, il y a du droit européen, il y a des choses comme ça. Et est-ce que les choses ont avancé là-dessus? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que l'État peut répondre? Alors, oui, alors il y a deux niveaux
dans la charte. La charte, elle s'adresse aujourd'hui aux candidats donc, qui seront, et puis principalement à celui qui sera sélectionné à la fin par l'État pour construire ce parc éolien, puisque ce sera celui-là qui pourra agir sur le territoire. Malgré tout, l'État, pour sélectionner ce candidat, dans sa grille de sélection, a un pourcentage qui se base sur, on parle d'emploi local au sens large, puisque ces éléments de sélection sont validés au niveau européen. On est bien dans un système de marché européen, en tout cas pour l'attribution de la construction de ce parc éolien en mer. Et après, c'est pour ça que les filières s'organisent pour pouvoir agir en second rang, derrière cette première sélection. Comment est-ce que les filières industrielles peuvent s'organiser pour agir sur le sélectionné et qu'ils puissent sélectionner des entreprises locales, mais vraiment dans le territoire normand, au-delà de tel que nous, État, on l'écrit, local au sens régional européen, quoi. Madame Lefrançois, vous voulez intervenir? Je vais réagir. Donc oui, effectivement, il y a un cadre dans lequel on a bien compris qu'il fallait s'inscrire. Pour autant, nous, le message aussi que l'on porte, c'est de dire qu'il y a peut-être aussi d'autres leviers, d'autres façons, notamment dans les critères de sélection, de pouvoir finalement un peu contourner en faisant peut-être plutôt en jouant sur d'autres critères qui nous permettraient finalement de réduire le spectre et de plutôt aller vers des entreprises françaises. Et bon, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, comme l'a dit Monsieur Levallois, c'est vrai qu'aussi au niveau des clusters, aujourd'hui, on a parlé effectivement de cette charte qui avait été signée par l'ensemble des candidats. L'idée, c'est de ne pas en rester là et c'est de pouvoir faire un ruissellement, c'est-à-dire que notre deuxième étape, c'est d'aller rencontrer les rangs 1 des lauréats candidats et de pouvoir aussi travailler avec eux pour favoriser l'emploi local. Et Qu'est-ce que c'est un rang 1, par exemple? Ah oui, pardon. Alors le rang 1, ça va être l'attributaire du lot juste immédiatement en dessous, le lauréat. Donc ça va être un fournisseur ou un prestataire du lauréat. C'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Et Damien Lelin. C'est vrai que notre système s'applique au lauréat. Et après, à lui d'organiser derrière. Et c'est vrai qu'il y avait un petit biais sur les rangs 1, 2, voire 3 derrière, sur le choix des entreprises. Malgré tout, ce qu'on a vu, c'est que il faut cette dynamique, mais c'est le cercle vertueux qui doit se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filières se créent. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont d'autres activités qui viennent s'engager dans l'éolien en mer, dans les énergies renouvelables en mer. Et pour qu'ils puissent s'engager, il faut aussi qu'il y ait des contrats qui soient passés. Donc c'est là-dessus que les filières industrielles les représentants des filières agissent. C'est finalement créer cette dynamique. Et normalement, le but du jeu, c'est qu'à la fin, il y ait suffisamment de répondants et de capacités sur les territoires à répondre au marché pour qu'il n'y ait plus besoin de chartes, puisque le système s'auto-alimentera. Ok. Est-ce qu'il y a des questions d'intervention? Allez-y, vous vous présentez de nouveau pour le compte-rendu. Je suis désolée. Oui, Catherine Boutin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans qu'on se bat, nous, dans notre région, au nord de la Normandie, contre ces projets. J'avais demandé à prendre la parole pendant 10 minutes ou un quart d'heure, parce que j'ai cru que c'était un débat, mais là, je me rends compte que c'est du monologue. Allez-y. Voilà. Donc, j'avais demandé aussi à pouvoir utiliser un PowerPoint, pour m'expliquer, parce que c'est quand même un support qui existe et qui est quand même bien utile, n'est-ce pas, pour dire ce qu'on a à dire, mais on m'en a empêché. Donc, je trouve ça tout à fait déloyal, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez nous le transmettre et on le mettra en ligne oui, mais avec la réunion. Je voulais l'avoir pour expliquer ce que j'avais à dire. C'est un support qui est quand même bien pratique. Alors, parce que ce que j'aimerais dire, c'est beaucoup plus difficile de lire sans support. Bien. Alors, à vous entendre, tout est merveilleux.
C'est extraordinaire, ça va créer des emplois partout, tout ça. J'ai déjà entendu ça au moment où l'éolien terrestre commençait à s'installer. Ça allait être formidable, on allait créer des emplois partout, c'est merveilleux, c'était merveilleux. L'éolien qui a quand même 30 ans, comme vous le dites, monsieur, c'était un produit, on peut dire, c'est du matériel déjà très mature. D'ailleurs, on se demande pourquoi on doit encore les subventionner. Au bout de 30 ans, il faut toujours les subventionner, mais ça fait au moins 15 ans qu'on en a sur le territoire français et on cherche les emplois. Bon, moi, je suis en Seine-Maritime et à la limite de la Somme. Je peux vous dire que nous sommes envahis d'éoliennes. On cherche les emplois, par contre, éoliens. Bon, alors, ça me botte l'histoire de la filière française qui va se créer. Ça me ramène dans les années 2007. J'entendais la même chose. Il fallait créer une filière française d'éoliennes en mer, Patin, Couffin. Il y avait donc à l'époque Areva qui s'était lancé dans une création d'éoliennes en mer. Ça n'a pas duré longtemps. En 2007, ils se sont lancés là-dedans. 4 ou 5 ans après, c'était une filière française qui s'est mariée avec des Espagnols, c'est déjà franco-espagnol, et 2 ans après, c'est devenu allemand-espagnol. Voilà, donc on en est toujours là. C'est devenu Siemens, qui est toujours aujourd'hui d'actualité, mais pour combien de temps? Pareil pour Alstom, qui a dû créer sa filière aussi d'éoliennes en mer, qui s'est fait racheter par General Electric. Et puis, pour combien de temps? Puisque on sait qu'aujourd'hui, que General Electric était en très grande difficulté financière. Donc, on part déjà sur du sable mouvant. General Electric est une société qui est boiteuse, en très grande difficulté financière. Et quant à Siemens, qui est allemand, qui n'a pas une situation très brillante non plus, parce que c'est un conglomérat qui vient de se débarrasser de sa branche énergie, dont l'éolien. Donc, ce n'est pas du tout rassurant. Voilà, donc le tableau n'est peut-être pas aussi brillant qu'on a l'air de l'entendre ce soir. Bon, donc on est passé, on peut dire, d'un naufrage de la filière française éolienne marine qu'on nous a vanté, pour passer sous pavillon étranger. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si on fait un peu le bilan de l'état du marché des turbiniers européens, puisqu'il n'en existe pas. Il faut parler dans le micro, madame. Européens, puisqu'il n'en existe pas en France. Tous les éoliennes qui sont sur le territoire français, c'est ou allemands ou danois. Il y en a 6, enfin, il y en avait 6. Il y en a une qui a fait faillite entre-temps. Il y a Sanvion qui a fait faillite. Donc, il n'y en a plus que 5 maintenant. Enercon, Vestas, Nordex, Siemens, General Electric. Tout étrangère, tout est importé, n'est-ce pas? Et donc, si on fait un peu l'état du marché des turbiniers, déjà en 2013, il y a la société Bard qui faisait de l'éolien en mer qui a fait faillite. 2017, Siemens Gamesa qui a licencié 6 000 emplois. 2017 encore, Enercon qui a supprimé aussi 6 000 emplois. 2019, Sanvion, vendu à la découpe, qui fait faillite. Enfin, il faut quand même savoir que Sanvion, on a 820 éoliennes sur le territoire français, c'est pas rassurant. Nous avons Enercon, le fabricant allemand, qui a aussi supprimé en 2019 3 000 emplois. Il avait créé aussi une belle histoire de société, je ne sais pas si c'est celle dont vous faisiez allusion, de création de mâts en Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, je ne sais pas si c'est cette société-là, mais des mâts en béton, qui là aussi, Enercon vantait la création d'emplois, de création de mâts en béton sur le territoire français. 2 ans après ou 3 ans après, ils ont fait faillite à nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nordex, qui est dans le rouge en 2020. 2020 toujours, Nordex a dû vendre sa filiale de développement Nordex avec un portefeuille de 3 gigawatts qui était installé en France, donc encore des emplois supprimés. Et quant à Vestas, la grosse société de fabrication d'éoliennes, la plus grosse qui est installée en France, elle vient de fermer en 2021 3 usines en Europe, en Espagne, au Danemark et en Allemagne. Donc le marché n'est peut-être pas aussi brillant que vous avez l'air de soumettre, enfin, de supposer.
On peut même dire qu'il y a une tempête financière dans cette filière européenne en mer. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quand la fin de l'industrie éolienne européenne ? Dernièrement, il y a eu un article dans Le Monde que vous avez dû connaître qui disait qu'en 2022, les marges bénéficiaires de Vestas pourraient être à zéro. L'action a plongé de 40% pour Vestas. Siemens Gamesa, et ça c'est en 2022, c'est pas il y a 10 ans. Gamesa, lui, a une marge négative carrément de 4%. Et le patron a été viré. Et puis son cours de l'action a diminué de moitié. Je pense, madame, qu'on a compris ce que vous vouliez. Oui, voilà. Attendez, je continue. On a un panorama, voilà. Voilà, il y en a d'autres. Si vous pouvez aller à la conclusion de votre question. Il y a un parapétrolier italien, pareil, qui a voulu se lancer dans l'éolien, qui a pris l'eau là, au large de l'Écosse dans un grand projet EDF, n'est-ce pas ? General Electric, qui lui est dans des très grandes difficultés financières. Voilà. Donc, quant aux créations d'emplois, on entend les créations d'emplois. Il faut parler dans le micro, madame. On entend des créations d'emplois partout, etc., en Normandie notamment. Alors, quand on regarde l'observatoire de l'emploi fait par la Fédération éolienne, énergie éolienne, donc vous n'allez pas me contredire sur les chiffres, effectivement, il prévoit 1065 emplois en Normandie. Il considère qu'il y a 1065 emplois en Normandie pour 2020 ou je crois que ça va être 2020. Bon, donc c'est 1065 emplois. Si on enlève l'usine, là, celle-là, qui est à Cherbourg, de 630 emplois, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, il en reste 430 emplois pour le reste. Il n'y a pas de quoi pavoiser pour toute une région. C'est-à-dire que sur 5 départements, ça fait 87 emplois. Avec ça, on est bien. Je pense qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir aussi, qui ont des réponses à vos questions. Moi, écoutez, j'ai demandé à intervenir. On m'a empêché déjà d'utiliser un PowerPoint. Si j'avais eu un PowerPoint, ce serait peut-être plus facile. D'autre part, sur les 1065 emplois en Normandie pour 5 départements, ça fait par département, si tout compris, 213 emplois par département. Moi, si je regarde la grande surface d'Auchan, qui est dans la ville de Dieppe, il y a 350 emplois pour une ville, pas par un département. Donc les emplois de l'éolien en Normandie, excusez-moi du peu, mais c'est vraiment très très léger. Ce que je pourrais dire encore, les emplois de maintenance. On nous a dit des emplois de maintenance dans l'éolien en mer, ça va créer des emplois. Alors oui, pour le projet du Tréport, Engie nous prévoit 150 emplois pour 62 éoliennes. Il faut le faire. C'est plus de 2 personnes par éolienne. Ils sont très généreux. Elles vont être gâtées, ces éoliennes. Pour le même projet, exactement les mêmes machines, 62 éoliennes, Siemens, à Saint-Brieuc, il prévoit 40 emplois. Donc vous voyez, qui ment ? On peut se poser la question. On sait aussi que maintenant, plus ça va, plus dans les maintenances, on met des drones, on utilise des drones autonomes pour respecter les éoliennes. Donc les emplois de la maintenance, franchement, c'est absolument ridicule. Par contre, on ne parle jamais des emplois perdus, les emplois perdus de la pêche artisanale. Rien qu'en Normandie, d'après leur observatoire, il y a 2131 emplois normands. Mais il faut savoir que sur la zone du territoire normand, il y a les gens de Hauts-de-France qui viennent travailler. Il y a des Bretons. C'est toute une filière qui emploie à peu près 16 400 emplois. Alors là, ceux-là, on n'en parle jamais. On parle des emplois créés, mais disparus, jamais, jamais. Voilà, ça fait 10 minutes que vous intervenez, madame. Je pense qu'il y avait... Continue, madame. Non, mais justement, il y avait des gens qui voulaient débattre avec vous, qui ont des éléments concrets là-dessus. Je voudrais finir sur la pêche. Voilà. Sur la pêche. 2 minutes. Donc, alors, la pêche côtière, c'est aussi également une des garanties de notre indépendance alimentaire et la qualité de ses produits. Donc, avec le Brexit plus l'éolien en mer, c'est une branche de la pêche côtière qui est littéralement condamnée. J'espère que vous en êtes conscient. Vous êtes en train de tuer une branche qui existe sur le territoire depuis plus que des décennies. Voilà. Il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir avant la fin de cette réunion. Donc, alors, vous pouvez conclure là. Je voudrais dire aussi que c'est une production quasiment nulle
négligeable. Le projet qu'on veut mettre dans le Calvados, c'est 3 gigawatts. 3 gigawatts, c'est exactement les 6 premiers projets des 2 appels d'offres. La Commission européenne, dans le cadre de ses aides d'État, signale que 3 gigawatts en mer, les 3 gigawatts vont produire 10,8 TWh. 10,8, elle signale aussi que c'est négligeable par rapport à la taille du marché français. Effectivement, ce volume représente 2% de la production totale annuelle d'électricité. C'est-à-dire, c'est quasiment rien, quoi. Alors, tout ça, on veut installer les 10 TWh, c'est moins que la centrale de Fessenheim qui en produisait 12. C'est-à-dire qu'on est en train de polluer la mer, d'envahir la région d'usines qui font chacune 500 mégawatts, c'est 100 km², c'est la ville de Paris. C'est-à-dire c'est 6 fois la ville de Paris, 600 km², 60 000 hectares si on préfère, pour produire 10,10 moins que Fessenheim, les 2 centrales de Fessenheim faisaient. Donc voilà. Voilà, Tout ça Madame pour Houtin, ça. donc on vous rappelle que vous pouvez tout à fait rédiger pour votre association Enfin bon, un cahier d'acteurs. Voilà, parce donc que je vous trouve pouvez- que c'est complètement déloyal. Donc il faut nous C'est transmettre. soi-disant un débat. Donc, Voilà, tout le donc il y a monde d'autres s'exprime, personnes qui veulent et dans les mêmes intervenir. conditions. Monsieur, vous vouliez intervenir peut-être sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler dans le micro? Oui, merci. Donc, Laurence Mag, je suis responsable des relations industrielles depuis 2012 d'EDF Renouvelables. Donc, je voudrais juste apporter quelques éléments au débat, puisque je connais assez bien les chiffres d'emploi et les investissements industriels. Donc, les chiffres qu'on a vus, là, ne prenaient pas en compte, c'était des chiffres à fin 2020. Aujourd'hui, on pourrait y rajouter les 1000 emplois qu'il y a actuellement, les 1000 salariés qui sont sur les fondations gravitaires de Fécamp. Donc, si vous allez au Havre, vous verrez, il y a 1000 emplois sur ce site. Ils ne comprenaient pas les 750 emplois qui vont être pérennisés sur l'usine du Havre de Siemens Gamesa. Ils n'avaient pas le total des emplois qu'on a donné, qui est aujourd'hui, j'étais à l'usine LM, il y a 750 employés. Ce n'était pas le cas dans les chiffres au 31 décembre 2020. On peut donner... Allez-y, Oui. continuez, monsieur. Alors, je continue. Au niveau de la filière industrielle, les 3 turbiniers les plus importants au monde dans l'offshore, je ne vais pas reprendre tous vos arguments sur la filière terrestre. Moi, je parle non, je ne vais pas reprendre. Le débat est sur l'éolien en mer. Donc, les 3 principaux turbiniers s'appellent Siemens Gamesa Renouvelables, donc Vestas et GE. On en a 2 sur les 3 qui se sont implantés en France, qui exportent. Le carnet de commandes est plein pour l'usine de Saint-Nazaire. Ils viennent de prendre 2,4 gigawatts à Dogger Bank. Donc, ce n'est pas du tout une usine qui va fermer. Le carnet de LM, j'y étais aujourd'hui, ils ont de la fabrication jusqu'à 2025 pour la même opération. Donc, on est sur une filière où on a un quart des implantations industrielles d'Europe avec des carnets de commandes pleins à l'export. Donc je pense que vous avez cité plein de choses sur des fabricants d'éolien terrestres, mais en tout cas, c'est pas du tout là. Enfin, est-ce que vous voulez intervenir voilà, mais sur là, les simplement, chiffres? c'est des éléments factuels sur les chiffres d'emplois industriels créés. Monsieur Bourget, vous vouliez intervenir sur la méthodologie, peut-être? Oui, juste compléter et puis confirmer effectivement qu'il y avait des confusions dans l'intervention précédente, parce que j'ai bien précisé, on a des chiffres au 31 décembre de l'année N-1, puisque les entreprises nous donnent leurs résultats de l'année précédente. Donc le rapport de 2021 que j'ai présenté, c'est sur effectivement 2020, vous l'avez bien dit, mais en 2020,
l'entreprise de LM, elle venait de démarrer. Elle n'est pas à 700 emplois comme elle est aujourd'hui. Elle était à beaucoup moins d'emplois en 2020 et certainement pas aux 700 que vous citez pour aujourd'hui, où elle commence seulement à atteindre sa pleine capacité. Elle va aller jusqu'à 800. Et puis, ça a été cité, les entreprises qui sont au Havre, qui vont monter en compétences derrière. La deuxième chose que je voudrais apporter, si vous me permettez, c'était de dire que par rapport on a parlé du drapeau ou de la colorisation des entreprises. Nous, on a fait le choix à l'Observatoire de regarder les emplois qui étaient présents sur le sol français, quelle que soit la couleur de l'entreprise qui vient créer ces emplois et qui les embauche. Donc, on a regardé dans quelle région, qui sont les gens qui viennent travailler dans ces entreprises. Si on regarde les principaux acteurs industriels, les fabricants de pales, les fabricants de turbines, les fabricants de sous-stations électriques, on a 2 usines de pales en France, donc à Cherbourg et celle qui va ouvrir au Havre. On a 2 usines de turbines, celle qui fonctionne à Saint-Nazaire, dont on a dit à l'instant qu'elle avait un carnet de commandes pour de nombreuses années, et celle qui va ouvrir au Havre, et puis une usine de sous-stations électriques, les chantiers de Saint-Nazaire. Ça représente 1/3 de la capacité de production européenne. Donc là, en France, on a une capacité de production industrielle qui est importante à ce niveau-là. Donc je voulais juste apporter ces précisions par rapport à l'éolien offshore. Oui. Damien Levallois, vous vouliez intervenir aussi? Oui, je voulais intervenir parce que ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est finalement ce pourquoi travaillent ces gens finalement à une structuration de filière. Une filière, au début, il y a de multiples acteurs. Et puis au fur et à mesure qu'elle devient mature, il n'y a que quelques acteurs qui sortent. Si on prend l'exemple d'autres industries, et on va prendre l'automobile. Prenez l'automobile, au tout début de l'automobile, il y avait un petit chantier dans chaque ville. Aujourd'hui, même nos grands opérateurs automobiles français, il en reste 2. Et ils ont tous fusionné, ils ont tous regroupé. Donc ça s'appelle la structuration de filière économique, industrielle. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Au début, tout le monde essaye de se mettre sur le marché, et puis à un moment donné, il en reste quelques-uns, quelques majeurs. Et c'est ce qui arrive même aujourd'hui. Donc dans le maritime, on a nos 3 majeurs sur le maritime. Pas de turbine en France. Pas de turbinier français, c'est ce que vous avez dit. Malgré tout, on a 1/3 de la production et on a une éolienne implantée. Mais pourquoi il n'y a pas de turbine en France? Parce qu'on a démonté, on a évité que ça se mette. Votre action, pour une raison qui vous appartient, d'être contre, a empêché les entreprises françaises de se mettre sur ces créneaux, puisqu'on n'a pas développé les parcs éoliens. On n'a pas... Non, mais je ne critique pas votre action. Je dis, vous avez votre action, mais ce genre d'action ne permet pas aux filières industrielles de se mettre en place. Non, c'est des choix de structure, c'est des choix de filière. Vous avez parlé d'entreprises qui, soi-disant, n'ont pas des comptes suffisamment, n'ont pas des résultats suffisamment importants et qui dévissent en bourse. Et moi, toutes les autres réunions, j'entends, c'est des industriels qui s'en mettent plein les poches. Alors, c'est quoi ce bazar? C'est à un moment donné, ils s'en mettent plein les poches, et puis à un autre moment donné, ils arrivent à une maturité telle qu'ils seraient juste au niveau de rendement et de fonctionnement. Ça veut dire qu'on a finalement construit une filière qui est juste adaptée et qui n'exploite pas son filon d'or tel qu'on l'entend. Sur les productions d'éolien et sur les parcs, vous avez décrit des surfaces de parcs. Coursol, on a 45 km². On n'est pas à des centaines de kilomètres carrés. Dire qu'aujourd'hui, sans micro, dire qu'aujourd'hui, le projet dont on parle en zone centre-Manche, 2,5 gigawatts, ce sera la même production annuelle sur une année de l'EPR Flamanville. Ce sera exactement. Et ce n'est que 2% au titre de l'électricité d'aujourd'hui. Et donc, c'est la même production annuelle que l'EPR de Flamanville. Et vous nous dites que c'est seulement 2% sur l'électricité produite en France. Et c'est bien pour ça qu'il y aura d'autres projets qui seront mis en œuvre. C'est bien pour ça que... pour que finalement on arrive à ces 40 gigawatts nécessaires pour notre énergie de demain. Mais maintenant, madame, moi je vous invite à faire des propositions et à argumenter. Moi j'ai besoin d'éléments argumentés
Vous l'avez On eu, l'a eu madame pendant la 10 parole, et minutes. vous pouvez faire en tant que collectif un cahier d'acteurs. Argumentez vos éléments. Quelles sont vos solutions? Aujourd'hui, c'est l'État maître d'ouvrage. Quelles sont vos solutions énergétiques pour demain? Vous êtes en participation citoyenne. Ah non, non, mais tout peut être vu, tout peut être vu comme n'importe quoi. Aujourd'hui, on a sur cette région du Cotentin, monsieur le maire l'a exprimé tout à l'heure, 2 types d'énergie, à la fois le nucléaire, à la fois l'éolien. Ces débats sur les types d'énergie sont les mêmes, quelles que soient les énergies. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver quelqu'un sur les sujets éoliens qui auront les mêmes positions que vous l'avez sur l'éolien. Mais demain, comment fait-on pour avoir de l'énergie? C'est la question à laquelle vous devez répondre en tant que citoyen. Comment fait-on en tant Alors, juste, Daniel Valor... amener on des peut- arguments pour voilà. justement éclairer l'État sur l'avenir énergétique? Je pense qu'on peut rappeler aussi, et messieurs les garants peuvent le rappeler, qu'il y a eu un débat national sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, où ces questions ont été discutées, et en effet, il y a 400 citoyens qui ont été réunis et qui ont dit effectivement ce qui pouvait être fait pour le futur de l'énergie. Donc ces questions aussi ont fait l'objet d'un débat public national pendant toute une année. Peut-être une réponse sur la pêche. Est-ce qu'on pourra pêcher dans les parcs Ah, monsieur Pagori. Oui, la pêche est... Aujourd'hui, donc Monsieur la Pagori pêche... veut intervenir aussi. La volonté de la France dans tous ces exercices de développement de parcs éoliens et ce qui est imposé aux industriels lorsqu'ils développeront ces projets, c'est de rendre ces parcs pêchants, à la fois pour les arts dormants, c'est assez simple, ça se fait partout en Nord-Europe, mais surtout pour les arts traînants, pouvoir continuer à pêcher entre les lignes d'éoliennes. Aujourd'hui, Allez-y. aujourd'hui, On finit là. alors On finit là-dessus. aujourd'hui, Madame Boutin, Non, voilà, on écoute la aujourd'hui- réponse. Vous avez posé une question, on écoute la réponse. aujourd'hui, le projet dont on parle en zone centre-manche, on est sur un espacement de machines de l'ordre de 1,6 km, 1,8 km, quasiment le 1000 marins entre chaque machine, ce qui fera qu'un navire de pêche, en pêchant à 4 nœuds, croisera une ligne d'éolienne tous les quarts d'heure. Donc on est largement, avec des espaces largement importants pour permettre cette pêche. Maintenant, il y aura des limitations d'emploi. Il y aura des limitations d'emploi. Aujourd'hui, ce que prévoit la préfecture maritime, c'est de limiter la taille des navires dans ces zones. La taille des navires, ce sera autour de 22 mètres. Et pour notre région, ça correspond aux tailles de nos navires de pêche de la région. Donc tous les navires qui peuvent aller dans cette zone pourront y aller. Aujourd'hui, cette zone éolienne que l'on va développer au large du Cotentin, c'est une des zones les moins pêchées. Aujourd'hui, c'est 1% du chiffre d'affaires de la pêche Normandie. C'est-à-dire que même si demain, il y avait un petit peu de... Même si demain, on fermait toute la zone, ce serait 1% du chiffre d'affaires de la Normandie en termes de pêche qui disparaîtrait. Donc, et en plus, elle sera ouverte à la pêche. Donc, sur ces aspects pêche, alors maintenant, ça ne veut pas dire que c'est accepté par la pêche. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'État, en tout cas, met tout en œuvre pour que toutes les activités puissent s'exercer sur cette zone. Et ça peut se faire. Notre baie de Seine, c'est une zone maritime où il y a toutes les activités. On a 2 grands ports maritimes, une pêcherie, mais une des plus intenses puisque c'est la Coquille Saint-Jacques. On a des ports de plaisance, on a de la conchyliculture, on a du dragage, du granulat. On a toutes les activités maritimes qui s'exercent dans le même milieu et on sait le faire. Donc on continuera dans cette directive-là, puisque l'État est aujourd'hui maître d'ouvrage et conduit cette politique sans effacer les autres politiques maritimes. Monsieur Pacori voulait intervenir. Il est bientôt 21h, donc allez-y. Je vous en dis juste ajouter, dire à Madame Boutin, on vous a laissé la parole, normalement. Vous avez eu le droit d'avoir la parole sur toutes les réunions. Vous auriez pu venir sur les 4 débats, vous auriez pu venir sur les débats thématiques. On vous invitera au colloque sur l'environnement. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu la parole. Quand on vous a dit qu'il ne fallait pas avoir de PowerPoint, c'est parce que tout le monde doit être traité avec la même équité. Et ce soir, on n'est pas sur un débat public, on est sur une concertation préalable. C'est pour ça que ça s'est passé ainsi. Ensuite, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'être d'accord avec l'éolien, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de faire des contributions. Votre PowerPoint peut être déposé sur les contributions. Et nous, garants, on s'engage à le lire et à le prendre en compte si jamais vous êtes argumenté. Voilà. Ce soir, vous avez le droit à la parole. Et je laisse encore la parole peut-être au GRAP, voilà, qui veut encore intervenir et qui n'a pas eu le temps d'intervenir l'autre jour.
Non, mais là, voilà, il y a une dame au fond. Allez. Oui, je crois qu'on oublie Il faut le vous se principal. présenter de nouveau, je suis désolée. Pardon oui, d'accord. Oui. Véronique Leroux, le GRAP, Groupement Régional, l'Association de protection de l'environnement. Je crois que ce soir, on oublie le principal. On parle beaucoup de filières, d'emplois, mais le réchauffement climatique, on entend parler de ça tous les jours. Et je voudrais revenir quand même sur l'Allemagne, qui est un exemple qui a été cité à Port-en-Bessin. Et je voudrais d'abord dire que l'Allemagne, en premier, les rejets CO2 sont plus importants qu'en France. Et ça reste le pays le plus gros émetteur d'Europe. Je vous incite, et je le dis souvent, de consulter le site Electricity Map. Donc l'Allemagne, en effet, a arrêté le nucléaire. Donc on voit les conséquences aujourd'hui. 2, l'exploitation massive du lignite produit des rejets massifs de particules provoquant de l'asthme et 1100 décès supplémentaires par an en Allemagne. Malheureusement, le nuage ne s'arrête pas. Enfin, le nuage, ça ne s'arrête pas. Les poussières ne s'arrêtent pas aux frontières. La 3e cause, cette situation intenable oblige l'Allemagne à utiliser massivement le gaz russe avec toutes les conséquences politiques. Et c'est encore une énergie carbonée. Et le climat dans tout ça. 4e point, le coût de l'électricité est insupportable, 68% plus cher qu'en France, pour que les Allemands veulent nous imposer leur modèle pour empêcher notre compétitivité électricité à bon marché. Donc je rappelle que les éoliennes en France, c'est 8000 éoliennes, et on a 6% de production. En Allemagne, 28%, ils sont à 10%. 28 000, pardon, ils sont à 10%. Donc, je pense que le modèle énergétique allemand, ce n'est pas un modèle, et c'est un pays de mauvaise foi. Et on a un retour d'expérience. Et c'est ça que je ne comprends pas. On a un retour d'expérience d'un pays qui a tenté la sortie du nucléaire. On voit les conséquences aujourd'hui, et on va droit dans le mur. Merci. On va passer la parole avant de vous repasser la parole. Madame, voilà. Bonsoir. Alors moi, je suis une habitante du Nord Cotentin. Alors l'éolien, ça crée de l'emploi, c'est bien. Ça crée de l'électricité, c'est bien aussi. Moi, je me posais la question, la durée de vie d'une éolienne, et qu'est-ce qui se passe après, en fait, quand elle arrive en fin de vie. Ok. Donc, est-ce que Arnaud Fogard veut répondre sur la situation en Allemagne? Oui. Sujet qui a été abordé à plusieurs réunions. Du coup, Arnaud Fogard de la DREAL. Donc, on va mettre un diaporama, une slide. Donc ça correspond du coup au système énergétique allemand. Donc en fait, c'est la part de chaque filière dans la production d'électricité allemande. Donc au final, on voit qu'en Allemagne, en 2012, il y a eu le choix d'arrêter le nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, on a développé massivement les énergies renouvelables pour justement compenser l'arrêt du nucléaire et aussi la baisse du charbon. C'est qu'aujourd'hui, en Allemagne, grâce au développement massif des énergies renouvelables, on a su se passer en partie du coup du nucléaire, parce qu'il reste encore quelques centrales, mais surtout on a aussi diminué les productions liées au charbon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2012, je me permets de monter, 60% c'était d'électricité carbonée. Aujourd'hui, en 2021, on en est passé à 50%. Et pourtant, on a baissé le nucléaire. Et ça a été grâce aux énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, dire énergie renouvelable égale mise en route des centrales à charbon, bah, vous vous trompez en fait. Les chiffres nous montrent l'inverse. Alors il y a une autre slide. Donc ça, c'est les installations, c'est le parc, l'évolution du parc de centrales qui marche à charbon en Allemagne. Donc en fait, on voit que ça diminue. Aujourd'hui, en Allemagne, on a moins de centrales à charbon qu'il n'y avait il y a 12 ans. Et ça a été permis notamment grâce aux énergies renouvelables. Mais il y a un mythe assez dur, enfin, un mythe qui perdure sur ce sujet. La durée de vie des éoliennes. Et on peut ajouter que si l'Allemagne n'avait pas arrêté son nucléaire, ils auraient été encore plus vite dans la décroissance du charbon. Mais ce n'est pas un problème des énergies renouvelables, c'est un problème du nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Allemagne comme une référence et pourquoi on ne parle pas du Royaume-Uni qui a encore plus d'énergie renouvelable?
Pourquoi on ne parlait pas du Royaume-Uni qui a encore plus d'énergie renouvelable? Parce que le Royaume-Uni n'a pas arrêté son nucléaire. Ce sont des éléments qui circulent simplement au titre du nucléaire et pas des énergies renouvelables. Non, on ne peut pas vous mettre au compte rendu si vous parlez comme ça de manière... voilà. Ouais, non. Il y avait une question sur la durée de vie des éoliennes et qu'est-ce qu'on fait à la fin. Oui, sur la durée de vie des éoliennes. Durée de vie des éoliennes en mer, autour de 25 à 30 ans. Elles sont démantelées, alors ils ont l'obligation de démanteler, en fait, quand on attribue le parc à un industriel. Le prix de l'énergie qui est proposé par l'industriel, sur lequel il est choisi, puisque c'est 70% de la note, comprend l'installation, la maintenance et le démantèlement du parc. Alors vous allez me dire, il pourrait partir sans démanteler. Là, en plus, il comprend une garantie qui est prise soit en dépôt, sonnant et trébuchant, soit en garantie financière auprès d'une assurance ou d'une banque, pour que si l'industriel devient défaillant, l'État puisse démanteler à sa place. Sur le recyclage des matériaux, c'est autour de 90 à 95% d'une éolienne qui est démantelée entièrement. En gros, on a plutôt soit une embase métallique, soit une embase béton, donc on s'est recyclé. Après, on a un tube amas, donc c'est de l'acier, on s'est recyclé. On a une nacelle, c'est de l'acier et du bobinage électrique, de l'électronique, on s'est recyclé. Et on a un souci, c'est les pales. C'est les pales qui sont un matériau à la fois mélange carbone-fibre et qu'on ne sait pas dissocier finalement. On sait bien les associer, mais on ne sait pas les dissocier. Alors ça, c'est un problème qu'on a connu et qu'on connaît encore dans tout ce qui est navire plastique, navire de plaisance, où il a fallu créer finalement une filière de recyclage. Alors aujourd'hui, ce qui est assez excellent, c'est que finalement, on a une production d'énergie décarbonée, puisqu'une éolienne, il lui faut à peu près 1 an pour rendre la quantité d'énergie qu'il a été nécessaire pour la produire. Il faut à peu près 5 ans pour effacer son bilan carbone. Donc on a une énergie qui est complètement décarbonée, qui nous permettra à terme de disposer d'énergie pour notre confort d'occidental que l'on est. Et on lui demande en plus de laver plus blanc que blanc, c'est-à-dire que de ne pas du tout avoir de déchets. Mais aujourd'hui, nos productions d'énergie ont des déchets. L'énergie fossile, c'est le CO2 qui est reparti. Je ne parle même pas des catastrophes pétrolières ou de l'exploitation même du pétrole. Le nucléaire, il y a du déchet. Et aujourd'hui, on le voit dans le Cotentin, c'est un sujet. Et donc, on leur demande à cette filière de laver encore plus blanc que blanc, mais elle le fait. Elle le fait. Et à Cherbourg, LM Wind Power a un programme de recherche et développement pour construire à l'origine des pales qui sont déjà recyclables. Et je crois que c'est Vestas qui t'a annoncé qu'ils allaient en mettre une sur le marché très très vite, qui sera recyclable. Alors bien sûr, celles qui sont déjà en service, alors pas en France, en mer, il n'y en a qu'une, à terre il y en a. Alors elles sont remobilisées pour faire des chaufferies, notamment pour le béton, pour s'ébruler, pour apporter l'énergie nécessaire à faire du béton. Ou alors même dans du mélange, parce que les fibres, c'est assez intéressant pour gagner en rigidité. Voilà, c'est sur les aspects recyclage et démantèlement des champs éoliens. Alors, il est 21h05, donc on a dépassé. Donc, une dernière intervention, voilà, avant de passer la parole au garant pour une synthèse de la réunion. Pour revenir tout à l'heure sur l'Allemagne, aujourd'hui, tout de suite, Electricity Map, vous tapez sur votre portable, 324 grammes. La France est à 83 grammes. On arrête ensuite. Dire, madame, pour répondre à votre question, je vous invite, je vais me poser le PowerPoint qu'on m'a empêché de présenter ce soir. Vous verrez les éoliennes qui sont installées à Boulogne. Ce sont des 5 éoliennes, ou 6, je ne sais plus, qui sont installées sur le port de Boulogne. Elles ont 18 ans d'âge. Vous verrez, c'est déjà un tas de rouille au bout de 18 ans sur un port. Alors, imaginez en mer. Et alors, pourquoi on démantèle des éoliennes terrestres au bout de 15 ans si elles peuvent durer 25 ans en mer? J'aimerais bien comprendre. Expliquez-moi. Donc, on aura tous ces éléments que vous pourrez mettre en ligne, qu'on mettra en ligne sur le site. Donc, Monsieur Pacori, on va conclure la réunion. Oui, je vois que comme beaucoup de réunions, il y a des gens qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord. Donc, c'est tout à fait normal. Les gens ont le droit de s'exprimer. Les gens ont le droit de poser des questions.
Et j'invite le maître d'ouvrage à mettre en ligne les éléments de comparaison qu'il nous a présentés ce soir, ainsi qu'éventuellement les présentations qui nous ont été faites. Et je vous invite, le public, à poser des questions et à faire des carnets d'acteurs pour les associations, hein, comme le GRAP ou comme le PULSE, et de déposer vos observations. Voilà. La transparence est intéressante, mais les arguments opposés aussi sont intéressants. Voilà. Merci. Merci, monsieur Pacoury. Bonne soirée, à bientôt. Et Donc, au prochain rendez-vous, vendredi prochain. voilà, et en conclusion, Damien Levallois, oui, pour la suite. Donc, oui, notre premier cycle de concertation arrive bientôt à sa fin, puisque le 7 mars, on s'arrête jusqu'au 25 avril, puisque c'est l'État qui est maître d'ouvrage, avec des fonctionnaires que vous avez devant vous, et donc les fonctionnaires ont un devoir de réserve. Et donc on s'arrête, en tout cas, d'aller vers le public ou de prendre la parole en public sur des sujets comme l'éolien notamment, qui était un sujet qui peut être un sujet de campagne. Donc on a un rendez-vous la semaine prochaine. En fait, on en a trois. On a sur le marché à Deauville, non pas sur le marché à Deauville, sur les planches à Deauville, vendredi après-midi, on ira prendre le soleil. Pour aller à la rencontre des citoyens, ce qui est assez intéressant d'aller à la rencontre des citoyens, parce que finalement, on va chercher des gens qui n'ont pas, qui ont soit connaissance, soit pas connaissance, mais en tout cas qui viennent s'informer du projet et qui construisent leur raisonnement. C'est vraiment très différent d'une réunion publique. On le fait avec les étudiants. On va dans les universités. On l'a fait encore cette semaine. On a un deuxième rendez-vous donc à Cabourg sur une réunion publique sur le raccordement. Et donc là, on parlera vraiment du raccordement du parc éolien. On en avait déjà fait une à Colville, et donc on en fait une deuxième à Cabourg. Et on a une visite du port du Havre et de son développement et de sa transition énergétique sur une vedette à passagers. Donc on fait visiter pendant 2 heures le port du Havre et sa mutation en termes de transition énergétique. Donc on pourra voir l'usine Siemens Gamesa, les fondations, et puis parler de la transition énergétique de ce port. Donc voilà, sur les événements à court terme. Je vous invite après à aller voir les événements qui se passeront entre le 25 et le 11 mai. Il y a notamment un colloque environnemental qui sera mis en œuvre. Une réunion publique, je vois qu'elle a été écrite ici, sur les alternatives du projet. Donc, vous apportez vos arguments pour dire comment est-ce qu'on fait demain pour avoir de l'énergie. Donc, c'est vraiment le 6 mai. C'est vraiment le 6 mai. On a encore des ateliers sur le trafic maritime qu'on doit mettre en place. Et puis, on propose d'organiser des fresques du climat, vraiment prendre connaissance du changement climatique. On a pris des prestations pour pouvoir organiser ces fresques du climat. Et puis, je vous invite à aller, bien sûr, sur le site internet du projet, éoliennesenmer.fr. Donc maintenant, il y a un raccourci sur la page d'accueil, donc vous n'avez plus à fouiller dans le site pour aller chercher la façade normande, façade Manchès, mer du Nord, mais vous avez un raccourci sur la page d'accueil, donc éoliennesenmer.fr. Vous pouvez poser des avis, poser des questions, poser des cahiers lecteurs, aller chercher de la documentation, aller chercher toutes les études qui sont faites. Elles sont mises en ligne au fur et à mesure. L'entreprise Ciné, on va bientôt pouvoir mettre la bibliographie qui aurait été produite par l'entreprise Ciné et les protocoles de suivi environnementaux qui vont être engagés pendant près de 2 ans d'études en mer. Vous avez l'adresse pour pouvoir nous écrire, concertation.centremanche. Et puis l'adresse aussi de notre collègue de RTE, mais qui n'est pas là ce soir, pour parler du raccordement ou du câble, si vous avez besoin de vous adresser à eux. Vous aviez les adresses des garants, ils sont sur les dépliants à l'entrée. Et je vous dis aussi qu'on reçoit beaucoup de cartes T, donc là il y aura énormément de matière aussi à traiter, parce que les gens qui ont reçu ça dans leur boîte aux lettres, en fait, nous envoient beaucoup de cartes T avec des avis. Sur les vidéos. Voilà. Oui, on ne voit plus les visios, tout à fait. Donc a priori, notre serveur de fichiers lourds au ministère n'accepte pas les multiples requêtes en même temps. Donc on est en train de prendre une prestation, j'espère que lundi ce sera bon, on aura un prestataire qui va remettre toutes les vidéos en ligne. Et oui, on a eu cette information, vous avez pu en discuter avec les garants. On a essayé de pallier ça au plus vite, mais ce sera mis en service, j'espère, lundi. Merci, bonsoir à tous et encore merci à la mairie pour la mise à disposition de cette salle.
Bonne soirée à tous.